Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce vrai épisode de Vrai Bandit parce que aujourd'hui vous êtes avec Arnaud Nostradamus et puis et puis Mika le magicien parce que mine de rien après Ironman Texas on avait regardé dans notre boule de cristal la gauche et on s'était quand même dit qu'il y avait un truc qui sentait quand même un peu le poisson pourri. Résultat des courses, les bandits avaient raison, Speedy Gonzalez sur la touche, et voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois. C'est parti pour un bel épisode. On l'avait vu, alors il y a déjà eu pas mal de choses qui ont fuité sur les réseaux, c'est en cours, on sait quand même pas mal de choses, parce que l'air de rien, ça informe beaucoup et ça va très très vite aujourd'hui. Donc en fait, la défense de notre ami mexicain est un peu bancale et surtout elle a déjà été utilisée par le passé, on sait comment ça se passe. Un peu, ouais. Hein, un petit peu. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, on serait en train de subir un petit peu les avancées de la recherche contre le dopage. Parce que là, aujourd'hui, ils en sont arrivés à détecter des produits à des concentrations qui sont assez incroyables. Je sais pas si tu l'as vu, ça, c'est dans Triathlete Magazine US, je crois, où ils disent que la machine arrive à détecter globalement quelques grains de sucre dans une piscine olympique. Donc ça veut dire que à la moindre incartade, globalement, t'es out, t'es détecté, positif. Et la défense de notre ami risque de tenir debout. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à prouver le fait que c'est un usage non thérapeutique et diététique ou pas, l'avenir nous le dira, mais globalement, et on essaye de me dire le contraire sur les réseaux, un gars qui avance pas un cachou sur un Alpha digne de ce nom et qui se met à courir 2,34 comme ça du jour au lendemain, nous on a du mal à y croire, quoi. Non, c'est clair que ça marche pas. Et puis je pense que pour moi, quand une performance est incroyable, et quand on parle d'incroyable, si on regarde l'étymologie du mot incroyable, hein, c'est qu'on peut pas y croire. Donc, quand il y a une performance qui est taxée d'incroyable, on est tous en droit, bien évidemment, de se poser des questions. Alors, on n'est pas, on n'est pas des critiques en permanence, hein, forcément. Mais quand un athlète arrive de plus ou moins nulle part, et pour revenir sur le gars là qui t'a allumé un peu sur les réseaux, où moi je lui répondais que il nous parlait de Patrick Langueux qui court 2,30, mais Patrick Langueux il en a posé quand même quelques-uns des runs. Patrick Langueux, il a certainement été testé et retesté, il a quand même gagné 2 fois à Hawaï. Aller comparer un mec comme Hernandez avec Patrick Langueux, c'est quand même un petit peu cavalier. Et puis en fait, nous, ce qui nous avait vraiment surpris, c'était vraiment une performance qui arrivait de nulle part, parce que Hernandez, lui, il arrivait pas de nulle part, mais il avait fait des résultats, mais qui étaient, il y avait rien de fantastique, surtout dans le lead-up de cette compétition. Et c'était plutôt un athlète de ce qu'on appelle un troisième tiers, un pro de troisième tiers, c'est-à-dire que les mecs qui vont ratisser un peu le fond du classement des pros. Là, il arrive, il plie tout le monde, il court 2,34, il était quand même parti sur le semi sur les bases de 2,26. C'est-à-dire que c'est que personne n'avait jamais fait. Que personne n'avait jamais fait, quoi. Donc 2,26, faut quand J'ai regardé sur son profil de l'Ironman Pro Series, il a couru 3 fois uniquement dans sa carrière, plus vite que les fameux 1,13 sur semi-marathon, sur Alpha. Il a couru une fois une 9, une 10, une 11. Et ça, c'était il y a 2 ou 3 ans, et depuis, sur Alpha, ça va de plus en plus lentement. Donc, qu'on arrive à me faire croire que sur un full Ironman, il arrive à courir plus vite que ses dernières races sur Alpha, ça me paraît fort de café. Et je voulais juste terminer avec ça, moi, c'est que une preuve, ok, mais là, il y a ça, il y a son test positif, il y a le fait qu'il ne veuille pas courir à Roth, il y a tous les éléments coïncident sur un comportement un peu fautif. Ah, je me suis fait attraper par la patrouille. Donc voilà. En fait, si tu regardes, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé chez les mecs qui se faisaient gauler, les mecs et les nanas, hein, parce qu'on a eu déjà à Kona, il y avait comment elle s'appelait, Nina Kraft qui s'était fait gauler. Et il y a un truc, et il y a un truc qui est imparable,
si vous regardez tous ces mecs-là, au moment où ils passent la ligne d'arrivée, quand ils gagnent la course ou qu'ils font une performance exceptionnelle, il y a une célébration à minima qui se fait. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression que les mecs ils mettent le clignotant et qu'ils sont presque surpris par leur performance. Nina Kraft, elle avait passé la ligne d'arrivée, paf paf, les interviews le lendemain, c'était vraiment à minima. Colin Chartier, ça remonte pas à si longtemps que ça. C'est pareil, quand il gagne le Tessan, Colin il plie tout le monde alors qu'il ratissait plutôt le deuxième, le bas du deuxième tiers de chez les pros. C'est pareil, il n'y avait pas eu de grande célébration, il n'y avait pas eu de ça. Et là, Hernandez, aux interviews, c'était comme si le mec il avait gagné la course au saucisson du coin, quoi. Et derrière, on n'en a pas revu du Hernandez, on n'en a pas entendu parler. Il y a eu tous ces bruits autour de Roth et puis la prime qui était offerte par Challenge Roth s'il cassait la barre des 2:30. On en avait parlé à longueur sur notre podcast. Et puis il y a eu cette publication un petit peu platonique sur le fait qu'il n'allait pas faire Roth sans aucune explication, sans rien. Donc je pense que le gars, il était déjà sous investigation. Il avait déjà été informé que les tests étaient positifs. Il avait certainement déjà demandé à ce que l'échantillon B soit testé. Et évidemment, l'échantillon B a retourné les mêmes résultats que l'échantillon A, quoi. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les gars qui courent sur Ironman sont testés et sont plutôt bien testés. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça va faire fermer le claque-merde de tous les mecs qui ont allumé Sam après sa performance à Nice l'année dernière, parce que ça prouve que là, on détecte un mec avec des niveaux qui sont relativement faibles. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais derrière, quand on vous dit que le dopage est toujours en avance sur la détection, je veux bien, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on détecte des mecs et on en gaule. Donc ça veut dire qu'il y a des tests, que les tests fonctionnent et que on est plutôt dans un sport qui me semblerait, moi, d'un point de vue extérieur, plutôt clean sur le haut. Parce que on a rarement une performance complètement hallucinante. C'est-à-dire que si jamais demain vous aviez un gonzier qui arrive et qui vous claque un 3,45 à vélo, on pourrait se gratter la tête. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des performances sur les temps vélo ou sur les temps à pied, oui, évidemment, ça va de plus en plus vite. Oui, il y a une évolution du matériel. Oui, il y a une évolution de l'aérodynamique. Oui, il y a une évolution de tout un tas de choses, de la nutrition. Mais on n'a pas eu de pas phénoménaux qui ont été faits. C'est pas comme si jamais demain vous aviez un mec qui arrivait sur Ironman et qui allait courir de 25. Là, oui, évidemment, il faudrait se gratter la tête. Ouais, c'est exactement ça. Tout va de plus en plus vite, certes, mais il n'y a pas de grosse cassure dans la progression. Il y en a eu une à Kona en 2022, où effectivement le record de Cameron Wurf qui prend 7 minutes dans la tête, je crois. Mais depuis c'est constant. Sam n'est pas le seul à le faire, c'est pas le seul à l'avoir fait. Tout le monde le fait et tout le monde le fait de plus en plus vite. Même Cameron roule de plus en plus vite. Donc c'est pas que des facteurs extérieurs. Donc la suite de l'aventure mexicaine va être rigolote à regarder parce que là on est déjà plus sur l'aspect sportif, on est sur l'aspect judiciaire. Ouais, complètement. Et puis si tu veux, tu parles du record de Cam Wurf. Déjà, on part sur un time trial, un chrono en extérieur, 280 bornes, donc les conditions météo, c'est quand même, change de jour en jour. Change. En plus à Hawaï, moi pour l'anecdote, mon meilleur temps sur Ironman à vélo était à Roth où j'avais roulé à Vichy pardon où j'avais roulé 4,42. À l'époque où le parcours de Vichy était le parcours qui était relativement roulant avant que derrière il y ait tout ce dénivelé qui avait été ajouté. Alors c'était pas plat, mais voilà, c'était 4,42, j'avais fait 4,44 à Roth, 4,45, 4,46, donc je tapais toujours un coup autour des 4,45. 2018, Kona, Arnaud, il roule 4,37. Simplement pourquoi ? Parce que dès l'instant où on est passé à Kauai, il y a eu quasiment pas de vent entre Kauai et puis le haut du Scenic Lookout. Scenic Lookout, normalement, vous en prenez plein la gueule jusqu'à l'aéroport et puis jusqu'en ville. Là, vent du cul, et j'ai roulé à plus de 40 de moyenne sur les quasiment 50 derniers kilomètres, quoi. Je crois que les 40 derniers kilomètres, je dois les plier en l'espace de 55 ou 56 minutes. C'était du jamais vu. Alors forcément, derrière, ça vous fait des temps qui sont stratosphériques, mais sur des courses comme Kona, on sait tous qu'il peut y avoir des temps qui sont
avec des variations énormes, et on le verra certainement cette année parce que la course elle est bien plus tard dans la saison. Et moi, pour être resté à Kona souvent entre le 1er octobre et le 5-6 décembre après l'Ultraman, vous voyez vraiment des changements de temps qui sont importants sur la fin octobre, début novembre. Et il faut pas oublier que l'année où Norman Stadler gagne l'Ironman, c'était le seul à être passé sous les 5 heures. Tout le monde, tout le reste était au-dessus de 5 heures. Donc, j'ai jamais eu les cannes pour rouler plus vite que Norman Stadler. C'est vraiment une image ce qui fait que un parcours comme Kona, les variations de temps sont. C'est pas parce qu'un mec va rouler extrêmement vite qu'il va forcément être chargé. Les conditions météo sont très 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 changeantes quoi. Et là vraiment ce qu'on a vu c'était vraiment une performance qui sortait quasiment de nulle part avec un athlète qui était inconnu puisque enfin il n'y a pas que nous hein, sur la plupart des podcasts, sur la plupart des médias, tout le monde se disait oh Hernandez putain il arrive d'où ce gars là quoi. Donc et puis je ne veux pas dire qu'il y a eu rapidement une suspicion. Enfin, nous, on s'en est jamais caché, qu'on trouvait ça extrêmement surprenant. Maintenant, pour notre sport, j'espère que le gars il va sortir clean et puis qu'effectivement, on sera planté. Et puis, je serais bien content de m'être planté. Mais c'est tellement gros, quoi. Je veux dire, là, c'est. Et 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 j'ai plutôt un regard assez positif sur ce contrôle positif, dans le sens où ça fait 2 fois en un an, hein, enfin, sur 12 mois glissants, on a eu Chartier et maintenant on a Hernandez. 2 fois sur une performance qui était stratosphérique. Bon, bah, ça prouve que ça contrôle, ça prouve que ça teste et ça prouve que les tests on détecte quoi. C'est exactement ça. Edin, ça prouve que ça marche. Ça marche pas vite par contre, parce que Texas c'était pas hier. Non, c'était donc, avril. faut le Ça temps c'est que vrai les que choses- c'est vraiment un gros point qui a amélioré. Après, je pense qu'il y a des délais légaux qui sont pas maîtrisés là-dessus. Et puis parce que ni maîtrisable. voilà, parce que tu as peut-être plus d'insight que moi, mais les résultats d'un test, j'imagine que ça met pas, c'est pas comme un truc qu'on met en culture pendant 3 mois quoi. On teste, c'est bon, c'est pas Non, bon non. quoi. Et le fait que ça marche et que du coup il y a des conséquences derrière et que ça cherche. Donc là, parce qu'il a tout perdu, hein, donc lui il a plus sa place à Kona de toute façon pour l'instant. Et je pense que vu la procédure qui est en route, il va pas la récupérer d'ici là. Le gars qui fait 11e à Texas a déjà été informé qu'il avait son slot pour Kona 2024. Il n'a pas eu sa prime et il est privé de ses points. Il n'est pas privé de ses points, pardon, pour l'instant sur le Kona, sur L'Ironman Pro l'Ironman Series, Pro ouais. Series. Ça ne sera retirable par contre que si la procédure va au bout et que s'il est déclaré vraiment hors jeu. Donc ça c'est les 2-3 points sur lesquels ça varie. Bon, il n'a pas touché sa prime et il n'a pas son départ à Kona, donc c'est quand même des grosses conséquences pour une affaire qui est encore en cours. Faut pas oublier que pour l'instant il y a entre guillemets la présomption d'innocence, même si c'est assez lourd à porter, mais là il a déjà un petit peu perdu des poids dans la bataille quoi. Et en fait, ce qui fait que ces procédures sont extrêmement longues aussi, c'est que je pense que avant qu'il y ait une annonce officielle qui soit faite, il y a les résultats sont coupés, recoupés, testés, retestés, parce que on sait très bien qu'une annonce d'un athlète positif, vous détruisez complètement la carrière d'un athlète, quoi. Et j'ai de mémoire, en tête, dans le monde du triathlon, je n'ai pas souvenir d'un athlète qui aurait été annoncé comme étant positif par les instances, hein, c'est-à-dire pas par une accusation tierce comme le Vandenberg shit show avec Sam qu'on a pu avoir en fin de saison dernière, mais j'ai pas souvenir d'avoir eu un athlète qui a été testé positif et qui derrière les instances type WADA etc disent bah non en fait on s'est planté, les tests sont ressortis clean et il n'y a pas de fumée sans feu. Et le délai parce que Texas c'était 14 avril je crois de mémoire ou quelque chose comme ça, euh, on est quand même en train de parler de plus de 4 mois. J'imagine qu'avant de faire une annonce officielle, les instances se sont bien verrouillées. Euh,
Et puis Roth, c'était il y a presque un mois. Si le gazier il a pas été courir à Roth, c'est qu'il savait déjà qu'il était sur le grill, quoi. Bon, là, ils vont nous trouver des excuses foireuses. C'était du poulet frelaté. C'était, j'en sais rien. J'ai bu un coca dans le. Voilà. Donc et ça m'amène un petit peu à l'histoire avec Colin Chartier qui s'est passée il y a à peu près un an, où effectivement que Chartier s'est fait gauler, hein, comme une bite, et puis il avait chargé. Bon, lui il avait fait classique, hein, EPO, hormones de croissance, cortico, enfin bon, la classe, quoi. Et par contre, où on peut tirer notre chapeau à Chartier, c'est qu'à aucun moment il a dit hop, c'est pas vrai. Tout de suite il a fait un statement. Il était venu sur le podcast de Jack Kelly, je crois, où il avait dit effectivement, oui, voilà, j'ai pris. Alors après, il nous avait dit qu'il n'avait pas pris ça quand il avait gagné le PTO, etc. On le croit pas, ça c'est pas le débat. Mais j'ai toujours trouvé qu'un athlète qui disait effectivement, je me suis planté, j'ai triché, j'ai pris ça, quelque part, il pour sa reconstruction, peut-être pas sportive mais personnelle, c'était un énorme pas à faire, dans le sens où on disait, ben effectivement, oui, j'ai fait une connerie, j'ai triché. L'être humain est pas infaillible, hein, on a tous fait des choses pas jojo dans notre vie à quelque niveau que ce soit, et je pense que si jamais on posait la question à chacun de nos auditeurs en leur disant quelle a été la pire chose que vous ayez fait dans votre vie, et c'est une question que moi je me repose de temps en temps, en, parce que parce que je pense que déjà la pire chose qu'on a fait dans notre vie, elle a tendance à évoluer au cours de notre vie, mais on a tous à un moment fait quelque chose qui n'était pas forcément respectable et respectueux, et ça peut aller sur tout l'éventail des choses qui sont du côté gris, mais au moins Colin Chartier avait eu la décence de dire oui, je me suis dopé, oui, j'ai pris ces produits-là, et oui, c'était une connerie, quoi. Là, d'aller chercher des excuses foireuses, je veux dire, on est parti pour des mois, des semaines de procédure, et malheureusement, j'ai peur que le mec il s'en sorte pas avec les cuisses propres, quoi. C'est la seule certitude, c'est que vu comment c'est parti, on est parti pour un long moment, un long roman. Et donc, du coup, je pense que la crédibilité du gazier, elle est de toute façon entachée de manière assez durable. Et effectivement, il pourra pas s'en sortir comme ça. Dans tous les cas, c'est complexe. Et l'histoire te donne complètement raison. Les gens qui ont avoué reprennent un tout petit peu grâce aux yeux des gens avec le temps. Mais maintenant, le seul souci, c'est que les gens qui ont avoué voient leur performance post-événement de toute façon toujours mise un peu en doute. Et c'est là où, quand tu réfléchis, il faut que tu réfléchisses à deux fois quand tu dois passer la ligne rouge. C'est est-ce que je suis prêt à subir ça si jamais je me fais gauler. L'appât du gain, c'est une chose, mais il n'y a jamais rien qui vient sans rien, et ça a un coût. Et si jamais tu franchis cette ligne-là, ben, tu la franchis dans tous les sens. Tu vas plus vite, mais si jamais tu te fais attraper, tu vas plus loin vers le fond. Ça devrait faire réfléchir, et je pense que ça, c'est un sujet avec lequel on pourrait beaucoup échanger avec Victor Henry, on doit vraiment l'inviter, parce qu'il a des positions assez fermes et assez sympas. C'est, on voit le côté, nous, athlètes, on traite de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Patrick Lang, il n'est pas tout de suite sûr de récupérer cette victoire sur l'Ironman Ouais. Texas. Il est pour l'instant numéro 2. Est-ce qu'il va être numéro 1? Et l'air de rien, c'est un palmarès, c'est une prime de course, c'est des partenaires, c'est une vie d'athlète qui finalement est un peu volée. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec un athlète qui s'est fait choper? Ça fait partie du débat, ça avance un petit peu le truc, mais c'est quand même pas si simple que ça. Qui c'était? C'était un gars qui s'appelait Weiss, là, un Autrichien qui s'était fait gauler il y a quelques années. Et puis quand il était Je sais pas, c'est pas Bradley ou Michael Weiss, ouais, c'est un il y en a Américain, un mais il des court deux. Ouais, encore, oui, hein. il court encore. En fait, lui, Ouais. il a eu son ban de 2 ans, et je sais plus quel était l'athlète français qui avait refusé de lui serrer la main un coup. Il était sur le podium, et il s'était fait gauler à Klagenfurt, je crois, ou je sais plus où. C'était le. Je pense pas que ce soit Bradley. Je pense que c'est Michael. On va pas dire de conneries et puis accuser un gars à tort, mais pendant que tu fais tes recherches, moi je vais raconter une petite histoire. En 2019, fin août, j'avais fait les championnats du monde de double Ironman.
Et ça avait lieu en Lituanie à Panevėžys. C'était une course qui était très belle, bien organisée. Et lors de la présentation des athlètes, j'étais vu un peu comme un des favoris, allez, que j'avais une chance de jouer le top 5 au général. On avait eu la présentation des athlètes et il y avait Rahit Ratasep, qui d'ailleurs actuellement est en train d'enchaîner un DK Ironman, c'est-à-dire un par jour, en essayant de faire systématiquement sub 10. Il doit être au 9e ou au 10e aujourd'hui et je crois il les a tous fait en dessous de 10 heures. Donc le gars, c'est quand même pas un peintre, hein. Rahit, il en a empilé des doubles, des triples, etc. C'est un gars discret, un mec d'une gentillesse incroyable, avec qui moi j'avais bien sympathisé. Et puis on a un épouvantail qui était arrivé sur la course qui s'appelait Robert Karas. Notez bien son nom, Karas. Et le gars, il se comportait vraiment comme une bite déjà au moment de la conférence de presse, présentation des athlètes. Il arrivait, il avait son staff, il portait pas son sac, son vélo, c'était les mecs qui lui faisaient la pression des pneus et tout. Et dans le monde de l'ultra, c'est pas des choses qui se pratiquent tellement. En général, il y a vraiment une bonne sympathie. Et puis les mecs ont tendance à plutôt bien se comporter les uns envers les autres et puis à se filer un coup de main, quoi. Et mon Robert Karas, qui était pas un grand nageur, on sort, alors je sais plus trop. Non, il doit sortir un petit peu devant moi, Robert Karas. Et donc on avait, de mémoire, c'était 9 tours dans l'eau, et puis derrière on enchaînait sur 120 tours de 3 km à vélo. Et moi je sors deuxième de l'eau, Rahit était un petit peu plus loin derrière, j'étais en avance sur le temps du record du monde du double Ironman, moi j'étais clairement parti pour faire en dessous de 20 heures. Et je m'en étais pas caché, j'avais dit, allez, avec ma grande gueule, j'avais dit, allez Arnaud, t'as 50 ans, ça ressemble à quelque chose, tu vas battre le record du monde du double Ironman, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais bon. Résultat des courses, je sors à vélo, pédale au plancher, Robert Karas avait à peu près un tour d'avance sur moi, et moi au bout de 5 tours, j'étais revenu dans sa roue, je le passe, je lui mets une mine, le vrai critérium, quoi, normal, quoi. Il nous restait 330 bornes, je dois lui mettre une mine à 350 watts dans la bosse, et cet enfoiré me saute dans les roues, et il a fait 180 km à proximité. Et comme il y a sur un parcours de 3 km, vous n'avez pas de commissaire, les commissaires étaient placés à l'endroit où il y avait le bouclage du tour. Bah, à chaque fois qu'il y avait le bouclage, il descendait à 15-20 mètres et puis derrière, il revenait. Donc je suis resté bien détendu pendant 60 bornes en m'asseyant bien profond sur la selle et en respirant avec le ventre. Et puis à un moment, ça a commencé à m'énerver un peu. Et à chaque fois qu'on avait une petite partie en descente, bah, j'essayais de faire pipi. Donc à chaque fois qu'il était derrière moi, il prenait un peu de pisse d'Arnaud. Et c'est de la bonne en fait, hein. C'est du vrai, hein. Donc je lui disais qu'il fallait pas qu'il se lave les jambes après parce que c'était c'était c'est comme de l'or, quoi. Et forcément, il était pas très content, quoi. Donc, mais il continuait quand même à bien me sucer les roues. Et je le fais sauter à un moment au bout de 180 bornes, et puis il revient derrière moi, il me passe dans les 50-60 derniers, quand moi j'avais fait une pause au milieu de la nuit pour casser une croûte avant d'attaquer les 84 à pied. Et à pied, il nous a littéralement assassiné, c'est-à-dire que c'était à pied on avait 56 tours et de mémoire moi il doit me mettre 3 ou 4 tours sur cette boucle-là. Il était vraiment impressionnant de facilité et mais toujours extrêmement agressif au moment où il nous dépassait, enfin c'était pas très sympathique. Et résultat des courses, Karas gagne, bat le record du monde, Rahit Ratasep fait deuxième et Arnaud Selukov fait troisième au général. Donc je deviens champion du monde de double Ironman dans les plus de 50 ans. J'étais bien content avec ça, mais troisième au général, j'étais encore plus content de ça. Et à peu près 8-9 mois après, on a reçu un courrier comme quoi Robert Karas était sous investigation pour un triple Ironman qu'il avait fait où il avait atomisé le record du monde, atomisé tout le monde, etc., etc. Et que visiblement il y avait quelque chose. Résultat, Karas s'est fait gauler. Retrait du titre. Donc moi j'ai récupéré la deuxième place a posteriori au championnat du monde. Mais, et c'est une position dans laquelle je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Même maintenant, 5 ans après, eh ben je l'ai en travers. Et c'est quelque chose qui, je pense, ça sera une amertume qui ne me passera jamais parce que j'avais toujours l'impression que si je me retrouvais dans cette situation-là, c'est quelque chose que j'arriverais à tourner la page et puis reconstruire dessus. C'est quelque chose qui aujourd'hui où j'ai vraiment l'impression qu'on m'a volé quelque chose et je dois bien reconnaître que c'est jamais vraiment passé
et c'est quelque chose qui sera toujours avec moi. Alors passer de 2 à 3, c'est pas comme de passer de 2 à 1, mais malgré tout, savoir que vous avez couru et fait la compétition avec un mec qui jouait pas par les règles, ben c'est quand même dur à avaler à mon petit niveau. J'ose à peine imaginer des mecs qui jouent sur des championnats du monde, des Jeux Olympiques et des choses comme ça quand vous avez un gars qui se fait prendre par la patrouille. Ça doit être extrêmement compliqué derrière d'arriver à reconstruire. Enfin voilà, c'est une petite anecdote, mais ça veut bien dire que ça peut arriver à tout le monde. Et franchement, je le souhaite à personne parce que c'est de la triche quoi. C'est aussi simple que ça en fait quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'on m'a piqué mon jouet et ça c'est jamais bien passé quoi. Enfin voilà. Le souci, il est là aussi, c'est que le monde pro est testé. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas que dans le monde pro où au final ça joue et ça triche. C'est bien d'être surveillé quand on est chez les pros, ça donne un tout petit peu plus de légitimité aux résultats et puis dans tout ce qu'on arrive à recouper aujourd'hui, les gens sont plus ou moins, sont crédibles de toute façon. Maintenant, le seul souci, c'est chez les groupes d'âge. Chez les groupes d'âge, il n'y a pas de test, quoi. Et personne du coup est effrayé au fait de franchir les lignes blanches. Et ça c'est complexe. Alors ça nous amène sur Challenge Roth, hein, où il y a eu une étude qui a été publiée. Moi, quand la dernière fois que j'avais couru Roth ou la fois d'avant, je sais plus, on avait reçu après un questionnaire en fait sur le net qui était 100% anonyme et qui nous demandait de si à un moment particulier dans notre préparation ou en amont de la compétition, on avait pris des produits interdits. Ça m'avait vachement surpris au début, la première fois que j'avais reçu ce questionnaire. Et je me disais, mais jamais un mec qui a chargé sciemment va se déclarer. Et cette année, les résultats ont été publiés parce qu'apparemment, ils ont continué à conduire ce survey. Et 11%, alors asseyez-vous bien, hein, 11% des athlètes qui ont été questionnés ou qui ont répondu ont déclaré à un moment ou à un autre dans leur préparation avoir pris des produits dopants. Et ça m'a littéralement foutu sur le cul, moi. Euh, alors, je dirais que c'est Roth. Dans quelle mesure un être humain qui n'a rien pris peut-il dire qu'il aurait pris quelque chose pour créer un petit peu du buzz? J'en sais rien. Mais c'est une étude qui existe, qui est là, avec des chiffres et des valeurs qui ont été annoncés dans ce sens-là. Et moi, ça me paraît littéralement hallucinant que 11% des groupes d'âge déclarent sciemment qu'à un moment dans leur préparation, ils ont pris des produits dopants. Alors ça dit pas quel produit, ça dit pas quel type de produit, ça dit pas beaucoup de choses, mais ça veut dire qu'on a quand même 11% de tricheurs dans les groupes d'âge. Je savais qu'il y en avait, j'imaginais qu'il y avait certains, parce que c'est facile aussi dans les groupes d'âge des fois de voir certaines performances qui sont complètement incroyables, quand vous avez des gars qui courent régulièrement entre 9h et 9h10, et puis que l'année d'après ils vous claquent un 8h40, ça soulève quand même certaines questions. Mais là, à Roth, d'avoir ce type de résultat, moi ça m'a vachement surpris, et alors ça me surprend oui et non. Ça me surprend dans le sens que les 11%, ça me paraît vraiment énorme. Par contre, et surtout ce qui me surprend, c'est que quand on court à Roth comme groupe d'âge, quand on fait un bon résultat et qu'on finit, je dirais, d'aller dans le top 30-40, ça m'est arrivé quelques fois, systématiquement, quand vous arrivez dans la zone d'arrivée, vous avez des gens de la Deutsche Anti-Doping Agency qui sont là et qui tournent. Et ils sont plutôt visibles, hein, ils ont leur polo bien marqué, et puis ils n'hésitent pas à venir questionner les athlètes. Moi je me rappelle quand je finis 18e, j'étais sur la table de massage, il y a un gars qui est venu discuter, qui m'a posé tout un tas de questions et tout, il s'est présenté après, et je me rappelle une fois en sortant de la douche, il y avait un gars qui était là et qui attendait certains athlètes avec des petites pipettes pour aller pisser un coup, quoi. Donc à Roth, ça teste. Donc les mecs savent que ça teste. Malgré tout, 11% des mecs tricheraient. Et si c'est vrai, si c'est avéré, si ça se passe effectivement comme ça, c'est une histoire de fou, quoi.
comment on peut, en tant que groupe d'âge, parce que quand t'es pro, à la limite, tu peux avoir l'excuse, l'appât du gain, t'es surveillé, tu vas peut-être mettre ta vie un peu moins en danger. Enfin, il y a qu'à s'intéresser un petit peu au cas de Colline Chartier pour voir quelle a été la démarche qu'il a suivie et la réflexion, parce que le podcast de Jack Kelly était assez intéressant avec ça, il a réussi à l'avoir juste après. C'est pitoyable, mais au moins on arrive à avoir une explication. Et il y avait qu'à entendre, je crois que c'était Vincent sur le podcast de l'athlé qui avait dit ouais, s'il y en a un qui se fait choper et qui donne cette raison-là, il faudrait qu'il soit encore plus puni et qu'il prenne 4 ans supplémentaires. Parce que si c'était juste pour l'appât du gain, bah, c'est encore plus nul, quoi. Enfin, donc voilà. Là, aujourd'hui, quand on est groupe d'âge, c'est un peu du bricolage, en fait. Parce que souvent, ça doit certainement pas être équipé d'une armada de médecins derrière. Et donc, du coup, tu joues avec ta vie pour un exploit sportif qui restera dans ton salon à toi. Tu vas pas devenir pro, tu vas pas. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est vraiment très, très bizarre, quand Tu même. sais, là, on tombe dans la psychologie humaine, en fait. Et l'être humain, moi, à 55 ans, je peux pas dire que je continue à être époustouflé par le comportement de l'être humain sur certains trucs, mais rappelle-toi ce magnifique documentaire qui s'appelle Icarus, où il commence, le journaliste commence un protocole de dopage en contactant un médecin russe pour essayer de mesurer l'amélioration des performances en suivant un protocole de dopage. Et l'idée pour lui, c'était de faire Paris-Brest-Paris, donc qui est un ultra en vélo, qui n'est pas considéré comme étant une course, mais plutôt comme une randonnée. Donc il y a pas de test. Et si vous, enfin, je vous encourage à aller gratter un petit peu dans les résultats de Paris-Brest-Paris, quoi. C'est le truc, c'est les vitesses de déplacement des mecs, le temps qu'ils mettent, les conditions qu'ils ont, l'absence de sommeil, parce que Paris-Brest-Paris, c'est 1200 bornes. Donc dans le monde de l'ultra du vélo, c'est une grosse sortie, mais c'est pas non plus, c'est pas une transconti qui fait 4000 bornes, quoi. Et c'est une course qui est réputée pour avoir quand même des mecs qui sont peut-être pas les plus clean de la Terre, parce que c'est considéré comme une rando, parce qu'il n'y a pas de test. Et lui, en fait, il va là-bas, il l'avait fait l'année d'avant, il suit un protocole pour se charger correctement, et il fait un très très bon résultat. Malgré tout, malgré le fait d'être un très bon athlète, d'être chargé comme une mule, il est à des heures et des heures de la gagne. Et, euh, et, et c'est encore une fois, c'est pas une course. Encore une fois, c'est simplement une randonnée. Vous avez des mecs qui vont systématiquement et sciemment prendre des produits pour s'améliorer, pour aller faire une rando. Parce que c'est ça le fond du truc. Vous avez des mecs qui systématiquement vont prendre des produits pour aller faire les sorties club le week-end et faire sauter leurs copains. Et c'est des gars que vous verrez jamais faire des courses. Par contre, c'est des mecs que vous allez les voir arriver, ils sont affûtés. Et moi, je l'ai vécu quand on était à Singapour. Les sorties club du week-end, c'était une course de dingue, quoi. Vous aviez des gars qui arrivaient, qu'on voyait jamais faire une course, qu'on voyait jamais faire une grande compétition. Par contre, ils étaient là pour faire sauter les copains le week-end, quoi. Alors, ils n'étaient pas tous chargés, bien évidemment, mais j'ai toujours eu des suspicions. Faut pas oublier que dans les mecs qui font du triathlon, vous avez des to-be, vous avez des pharmaciens, vous avez des chercheurs. Vous avez des gars qui sont pas toujours très honnêtes non plus. Donc il n'y a pas de raison que dans le monde du triathlon, on n'ait pas une représentation de la société telle qu'on pourrait l'avoir dans une société normale. Vous avez forcément des tricheurs, vous avez forcément des mecs qui picolent, vous avez forcément des mecs qui tapent sur leur bonne femme, vous avez certainement des mecs qui ont des comportements complètement hallucinants. Et ça, c'est pas parce qu'on fait du triathlon qu'on est forcément une bonne personne. Et je pense que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder en se disant que de toute façon, quel que soit le sport, quelle que soit la pratique que l'on ait, on aura toujours ce pourcentage de la population avec des gens qui sont déviants et qui, à un moment ou à un autre, vont prendre une décision qui va être complètement aberrante, simplement pour l'appât, pas du gain, mais l'appât de la petite gloriole temporaire. Et puis il faut pas oublier qu'on a quand même des champions du monde de Strava dans notre sport. Hein. Et t'as des mecs qui vont chasser les coms à longueur d'année. Et sur Strava, il n'y a pas de contrôle. Hein. Et il y a des mecs qui vont faire des montées de col accrochés aux bagnoles. Vous avez des mecs qui vont être derrière un scooter. Vous avez des mecs. Enfin voilà, la nature humaine
est ainsi faite que la triche, je pense, fait quand même un petit peu partie de notre ADN. C'est dommage. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que de temps en temps, on en gaule un, et quand on en gaule un, moi je trouve que c'est bien pour notre sport, quoi. Et du coup, je vais dévier après sur l'Ambraman, mais j'avais une anecdote sur l'Ambraman qui était assez sympathique. Il y en avait un qui s'était fait rattraper après la remise des récompenses. Il était chez les vétérans, je crois. Il finit troisième vétéran de la course, et donc à Ambraman, il y a des récompenses, même pour les groupes d'âge, et notamment chez les vétérans. Sauf que le gars qui est donc classé officiellement quatrième commence à se gratter la tête parce qu'il se dit mais je fais 4, ok, le premier et le deuxième je les ai vus, je les ai surveillés, mais le gars qui fait 3, je l'ai pas vu, et il commence à se concerter avec le premier et le deuxième. Ils l'avaient pas vu pendant la course. Il faudrait que je la retrouve cette anecdote-là. Le gars qui fait 3 fait un temps marathon exceptionnel pour un vétéran, enfin bref, assez bizarre. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les puces, tous les passages. Et donc, ils vont creuser un petit peu. Et le gars avait pas sur un S, il n'arrivait pas à courir à 12 à l'heure. C'était assez étrange. Et il retrouve un temps marathon à 2,40, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était à Rotterdam. C'est là- Le marathon à Je Rotterdam. te coupe, mais c'est là que c'est drôle parce que souvent les mecs qui vont tricher comme ça, les mecs en plus ils sont bêtes, quoi. C'est-à-dire que Bah le oui, mec qui court à 12 km/h sur un sprint, tout d'un coup il va se dire putain 2,40 sur un marathon, ça a quand même de la gueule, quoi. ça passe Ouais. nickel. Et à Rotterdam, c'était le début des grosses caméras où tous les 5 km, tu avais ta puce qui déclenchait ton film, et donc tu pouvais aller chercher ton film. Ils retrouvent ce document-là, ce classement-là sur le marathon, et du coup, ils vont chercher les vidéos du gazier. Et donc, quand tu pars sur des bases de 2,40, sur les 5 et les 10 premiers kilomètres, t'es pas très loin d'un peloton qui est assez peuplé. Souvent, en général, la population d'ailleurs, elle est un peu black, parce que les blacks, ils font des footings quand ils courent à Ouais, c'est 2,40. ça. C'est Et récup. il cherchait ce fameux gazier-là qui était quand même déjà chez les vétérans, il le voit pas. Et dès la première vidéo du cinquième et jusqu'à la fin, il voit en fait le groupe qui est suivi par un gars en VTT. Et le gars en VTT passe sous l'arche pour déclencher le chrono. Une fois, deux fois, le gars il est en short rouge avec un KOE. Et en fait, au 40e kilomètre, il est toujours sur le VTT. Et tu le vois, il fait le. C'est impressionnant, hein, il passe l'arche, c'est lui qui est vu. Et au 42e kilomètre, il fait le sprint de sa life. Et il fait le mec épuisé par l'effort, comme s'il avait fait toute sa course des 42 kilomètres. C'est un truc de dingue. C'est à retrouver sur le forum d'Online Tree, ça doit encore y être, je crois. C'était risible. Et donc le gars a été retrouvé, il a été destitué de ses titres, mais lui, il s'était inventé une vie parallèle. En fait, pendant Embrun, il faisait qu'une seule boucle pendant la natation. Sur le vélo, il se faisait transporter par une voiture. Et à l'époque, c'était 2 fois 21. Il avait fait qu'une seule boucle en course à pied également. Mais dans sa commune, il était libéré de temps de travail pour s'entraîner. Il était soutenu par les municipalités. Enfin bref, c'était un vrai monde parallèle. Et c'est quelque chose qui est assez représentatif des gens qui trichent. Enfin, une fois que tu es parti dans le système, t'emmènes tout le monde avec toi. Et donc, du coup, tu voles aussi des podiums à des gens qui sont, eux, de toute façon, clean et qui ont envie de sport. Puis tu sais, tu as Voilà. des regarde un petit peu l'histoire des grands meurtriers, des Landru et compagnie. Souvent, quand les mecs ils se font gauler, tous les gens qui vivaient à côté disaient mais on n'aurait jamais imaginé, quoi. Et c'est pareil dans le dopage, on n'aurait jamais imaginé. Et pour aller à 180 degrés de ça, tous les mecs qui se dopent sont pas stupides et tous les mecs qui se dopent sont pas des monstres. Encore une anecdote personnelle, 2018 je crois, ou 2017 à Kona, on était à White Sand Beach. Et c'était la semaine après l'Ironman. Donc forcément, vous avez des gars qui ont le marquage du bronzage et on les repère de loin parce qu'il reste encore pas mal de triathlètes à cette période-là. Et puis j'étais là sur la plage et puis une nana, une blonde dans mes âges qui vient discuter, Jenny, on discute un petit peu, etc. Et il y avait un gars qui était un petit peu en retrait derrière. Et le visage du mec m'était pas inconnu. Et on commence à discuter. Il buvait une bière dans une grande tasse, je me rappelle, de l'Ironman. Et puis on se met à discuter et je lui demande s'il avait fait la course. Et puis il me dit non, non, qu'il n'avait pas fait la course. Par contre, il l'avait fait quelques fois, etc. Et on a passé 2 heures à discuter ensemble, mais v- vraiment comme deux triathlètes qui se rencontrent et puis qui se mettent à discuter comme ça.
À aucun moment, j'ai eu une suspicion sur ce mec-là. On se sépare le fin de soirée, on regarde le coucher de soleil. Putain, mais il nous fait chier ce roquet de course. Là. Et, donc le soir, on regarde le coucher de soleil comme beaucoup de gens à Kona. Il y a le flash vert qui arrive, chacun rentre chez soi, etc. Et on se serre la main et je lui dis, bah moi c'est Arnaud. Et lui il me dit c'était Kevin. Et quand il m'a dit Kevin, j'ai dit, il y a un truc qui a tiqué, etc. Et on rentre après à l'appart avec ma femme. Et puis j'ai dit, mais putain, ce mec, je suis sûr que je l'ai déjà rencontré quelque part. Et puis quand vous faites du triathlon depuis des décennies comme ça, vous avez forcément croisé des mecs, etc. Et je vais sur Google et je tape Kevin, Kona, etc. Et là, bim, me sort une chier d'article, Kevin Motz, ou Mutz, dites-le comme vous voulez, qui s'était fait gauler à plusieurs reprises pour dopage à Kona. Et c'était bien mon gars avec qui j'avais passé l'après-midi à discuter. Et paix à son âme, depuis il est décédé d'un mélanome. Donc c'était un mec qui était incroyablement fit et affûté, hein, tout le temps beau, tout le temps bronzé. Un mec mais charmant, mais putain, un mec super agréable. Mais à côté de ça, c'était un vrai rat et il trichait et il s'était fait gauler à plusieurs reprises. Pareil, lui, hormones de croissance, EPO et tout, il avait tapé dans le dur. Mais j'aurais pas eu enfin, son visage m'était pas inconnu. Et puis quand il m'a donné son prénom, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais sans ça, jamais j'aurais pu me dire. Et il était pas, il cherchait pas à mettre en valeur ses performances. Jamais il m'a dit, bah moi j'ai gagné ici, j'ai gagné ça, etc. quoi. C'était un mec qui était vraiment humble. Et ça m'avait un petit peu perturbé dans le sens où on a toujours tendance à se faire une image des mecs qui sont tricheurs comme étant des monstres. Et bah lui, c'était simplement un mec comme vous et moi. Et ça m'avait quand même amené à réfléchir sur la raison qui peut pousser un mec comme ça, qui a priori avait tout, qui avait déjà un niveau athlétique qui était exceptionnel, à franchir le pas et puis de se dire, ben ouais, je veux simplement gagner pour le plaisir de gagner, quitte à tricher, no matter what, et puis voilà. Et, et je pense que l'histoire du dopage, elle est pavée de ce genre d'histoire. Vous avez des gars qui sont stupides, hein, qui vont comme le mec là qui se fait gauler qui fait le marathon en VTT. Et puis vous avez des mecs qui le font pour d'autres raisons et sans jamais forcément donner une explication là-dessus. Et c'est triste parce que je pense qu'il y a une grande tristesse à l'intérieur de ces gens-là si on peut pas se contenter de ce que l'on fait en ayant une pratique normale et normée. Ben, je pense que c'est une vie qui est triste et mais encore une fois, je pense que il n'y a pas de stéréotype et n'importe qui peut y être amené et l'histoire de Colin Chartier, l'histoire blessure, mauvais résultat, enfin, on peut enfin dans la vie d'un athlète professionnel, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer et je vous encourage à écouter le dernier podcast de comment s'appelle Joe Skipper et de Tom où Joe parle un petit peu de sa décision actuelle de plus courir sur la fin de saison et puis d'essayer de se regrouper et tout ça et on sent effectivement une grande amertume. Ça fait 18 mois qu'il n'a pas sorti un résultat, ça fait 18 mois qu'il voit les courses lui échapper, ça fait 18 mois qu'il se fait plier systématiquement à chaque course, même sur son domaine qui était le vélo. Et je pense que quand on est désespéré, qu'on arrive dans un point comme ça peut être à un moment un switch pour prendre la décision. Alors bien évidemment, loin de moi penser l'idée qu'à aucun moment Joe puisse penser ça. Mais je pense que quand on a un athlète professionnel, que c'est votre vie, que c'est votre gagne-pain, c'est pas une excuse, mais je peux comprendre que certaines personnes, à un moment, quand tout part en couille, puissent à un moment prendre la décision de se dire, bah, allez, tant pis, quoi, c'est mon va-tout, et puis advienne que pourra, quoi. C'est Franck Delrock, c'est l'affaire Franck Delrock. Je vous encourage à aller voir sur Ambraman, sur Online Tri. Vous tapez Franck Delrock triathlon et c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, pour revenir dans le podcast de Joe Skipper, il y a quelques mois en arrière, peut-être même une année, ils avaient un intervenant qui était sur leur podcast, et je me rappelle plus le nom, c'était un cycliste professionnel qui s'était fait gauler. Et qui s'était fait gauler pour EPO, qui avait perdu son contrat, qui avait tout perdu. Et je me demande que même si sa femme n'avait pas divorcé et tout ça. Et il était hyper ouvert sur
le cheminement psychologique qui l'avait amené à un moment à prendre cette décision-là. Et c'était déjà à la fois c'était intéressant, c'était une belle histoire. Le mec enfin, parlait très très bien et il parlait vraiment avec. C'était touchant. C'était une histoire qui était touchante. Et allez gratter un petit peu et vous allez retrouver. Si je le retrouve, on mettra le lien dans les notes du show. Mais c'était un podcast qui vraiment méritait l'écoute parce que encore une fois, ça met un petit peu en perspective le cheminement psychologique qui pousse un mec à un moment à faire le pas et à passer du côté des tricheurs. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ligne, il suffit que vous la franchissiez une fois, une seule fois, et derrière c'est fini. Derrière, ça devient quasiment de l'habitude, ça devient du normal, ça devient de tout ça. Et surtout, revenir en arrière, je pense que quand on monte les bosses comme un sauvage sans avoir mal aux jambes, et que derrière, ben, il faut revenir à une pratique plus normale, ben, derrière, soit vous abandonnez, soit vous vous flinguez, parce que il y a un moment où enfin, j'imagine que c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire le pas en arrière et puis reprendre une pratique qui soit saine et puis et sûre et surtout qui soit dans les règles. Enfin bon, je pense qu'on a bien fait le tour du truc. C'est triste, mais c'est bien. Et puis on verra ce qu'il en sort. On espère que le sport en sortira grandi. Euh, et puis voilà. On bascule on va refaire la course du relais mixte parce que moi j'ai postulé à un poste de sélectionneur au niveau de la fédération. D'ailleurs on va renvoyer une petite invitation à Cédric Gosse. J'aimerais bien l'avoir pour qu'il vienne nous parler du bilan de ces jeux et je pense que ça serait super si Cédric tu nous écoutes et que tu puisses nous répondre favorablement. On essaiera de pas trop de tenir longtemps, mais parce que au-delà de tout, on a quand même un résultat exceptionnel hein, avec une médaille d'or, une médaille de bronze et 3 médailles en chocolat. Je pense que on était loin d'imaginer qu'on puisse avoir un résultat comme ça, même si on a un certain degré d'amertume sur le relais mixte où, où je pense qu'on a chié la course quoi. Est-ce qu'on peut prévoir que un des meilleurs pilotes du vélo va chuter? Est-ce qu'on peut prévoir que lui va emmener les Français dans la catastrophe? Je suis pas sûr. On peut la refaire 100 fois la course, mais c'est assez perturbant. Je pense qu'on avait tout envisagé sauf ce scénario-là, quoi. Ah ben complètement. Ouais. Prévoir non, clairement non, si tu veux. Par contre, envisager que un phénomène, un événement de course de cette ampleur puisse arriver, oui, je pense que euh, je pense que oui, et je pense que le premier relais, il a une importance qu'on ne lui donne pas toujours parce que il y a d'autres sports, si on prend l'exemple du biathlon, où vous pouvez chier votre premier relais et puis derrière arriver à revenir et puis repartir avec la gagne. En triathlon, si vous vous faites sauter, si vous n'êtes pas dans les roues à la fin du premier relais, derrière c'est juste une poursuite et on a bien vu, malgré des efforts surhumains et des performances exceptionnelles des 3 triathlètes suivants après Pierre, Emma, Léo et puis encore plus Cassandre, on se rend compte que l'écart a fait que grandir. Et les places sont revenues, mais l'écart en temps a fait que grandir, quoi. Et la question qu'on s'était posée, on en a pas mal discuté en off tous les deux, Mika, c'est moi j'ai pas du tout, mais alors pas du tout compris la stratégie de courir comme des comptables. C'est-à-dire que on n'avait rien à foutre en queue de peloton. On n'avait rien à foutre derrière Hayden Wild parce que je pense que stratégiquement on a voulu caler notre course sur les épouvantails, hein, les Wild, les British et compagnie, alors que on était clairement sur le papier la nation avec les forces les plus importantes. Faut pas oublier qu'on a quand même sur nos 4 relayeurs, il y en a 2 qui font quatrième, un qui fait troisième et une qui fait la gagne. Aucune autre nation avait cette puissance de feu dans leur team. Aucune. Et, et d'avoir foutu un Pierre Lecor en premier relayeur, je pense que c'était une erreur monumentale. Il fallait qu'on ait un relayeur qui soit à l'avant de la course et qui dicte la course. Il nous fallait un patron, il nous fallait quelqu'un qui soit devant, qui puisse être à vélo et qui fasse mal à la gueule à tout le monde. Parce qu'on a un atout tellement maître avec Cassandre qu'on savait que si on arrivait dans le pack, de toute façon, Cassandre elle allait faire sauter tout le monde. Et
d'avoir Pierre qui était calé. Il n'était pas à sa place, Pierre, à cet endroit-là. Moi, stratégiquement, je comprends pas comment on a pu laisser un gars en queue de peloton où on sait que s'il y a une merde qui arrive dans le paquet, c'est ceux qui sont en queue de peloton qui vont être pénalisés. Là, il est tombé, c'était le pire scénario qu'on ait pu avoir, mais il aurait pu prendre 10-15 secondes simplement à un moment, et derrière, c'était fini pareil, jamais on rentrait. Et Pierre a fait ce qu'il a pu pour arriver à minimiser. Il était en aucun cas responsable de l'accident, mais il avait rien à foutre à l'endroit où il était. Et moi, je pense que les Français, ils auraient dû être à l'avant du peloton, à faire mal à la gueule à tout le monde, quitte à se faire sauter les jambes sur la course à pied et puis rentrer au parc avec 15 ou 20 secondes de retard. Mais, mais on n'avait pas à être là, à s'exposer au moindre problème dans le peloton. Surtout que dans le premier relais, on sait que tout le monde voulait se positionner et c'est là que ça allait être chaud, quoi. On en revient au comportement du relayeur et le comportement en patron dans le paquet et aujourd'hui dans le pack mondial. On est très bon, on est devant, mais on n'a pas un comportement de patron. Non. Mais il y en avait qu'un qui avait ce comportement-là et il n'était pas là Ouais. ce jour-là. Et c'est clair que ça a mis encore plus en lumière l'absence de Vincent, parce que, enfin, moi je suis pas devin et je lis pas dans le marc de café, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on aurait eu Vincent en premier relayeur, à aucun moment il aurait été en train de ratonner dans les roues à Wild, à aucun moment. Vincent, il aurait été devant, il aurait été debout sur les pédales, et c'est lui qui aurait fait sauter tout le monde derrière. Et ça, je pense que encore une fois, c'est un petit peu de ce dont on parlait dans notre podcast de la semaine dernière, c'est-à-dire que on a mis, je pense que la sélection française était avant tout une sélection française pour l'individuel, et le mix relais, ça allait être un petit peu la résultante des forces en présence, mais que l'objectif principal, c'était des médailles en individuel. Très bien, ça a été réussi. Encore une fois, je pense que au vu des résultats, de l'absence de résultats de Dorian et son absence dans le relais mixte, encore une fois, un Vincent, non seulement il n'aurait pas fini à 4 minutes sur le individuel, et on n'aurait certainement pas été à l'arrière du peloton sur le vélo et puis finir par aller embrasser les pavés, quoi. Si l'accident, parce que là on peut refaire l'histoire dans tous les sens, si l'accident de Dorian n'a pas lieu, on est quasiment, j'aimerais qu'on me prouve le contraire, mais pour moi, Dorian et Vincent sont les deux meilleurs sur un relais au niveau des distances et des vitesses de déplacement qu'il y a. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on peut arriver. Et pourtant, ils font des courses incroyables. C'est juste le vélo. Le vélo a été déterminant. Le positionnement dans la course vélo était déterminant. Et si on est devant, ça passe. On est 3, 4, 5 places derrière et dans un mauvais virage, ça passe pas. Bah là, c'est la médaille. Et ça aurait. C'est juste de la science-fiction, mais si on met une médaille d'or ou même une médaille d'argent sur le palmarès français, là, c'est pas des jeux réussis, c'est des jeux extraordinaires, quoi. Mmh. Et on finit un petit peu sur un point négatif, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. On sait tous que quand on continue, on se construit sur des jeux ou des choses comme ça, le résultat, rappelle-toi les Jeux de Tokyo, hein. On peut pas dire qu'on avait fait un grand résultat sur les courses individuelles. Par contre, on fait une médaille en relais mixte et le souvenir de tout ce que l'on a, c'était on avait fait une médaille en relais mixte grâce à Vincent, encore une fois, parce que c'est encore lui qui nous avait sauvé l'affaire, quoi. Et, euh, et je trouve que euh, l'absence de Vincent, elle a pesé à deux reprises. Elle a pesé à la fois sur la course individuelle où il n'y avait pas un patron, et c'est ce qu'on disait l'autre jour. Il y aurait eu Vincent sur la course individuelle. Moi, je peux vous garantir, et je suis prêt à mettre la maison là-dessus, que jamais Wild y serait rentré, mais jamais, tu sais jamais, que jamais Blumenfeld serait rentré et que jamais Villacha serait rentré. Parce qu'il y en aurait un qui aurait été devant, qui aurait mis tout le monde en file indienne, et je peux te dire que derrière, jamais ça rentrait. Et que sur le relais mixte, eh ben, jamais on finissait par terre. Ça veut pas dire qu'il serait pas bourré, mais il serait certainement pas bourré en ayant été emmené par Wild, parce qu'il était derrière dans les roues, quoi. Enfin, c'est mon sentiment, c'est mon point de vue. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai raison, donc voilà. Voilà, allez hop, 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 c'est réglé, emballé, c'est pesé. Non, mais je pense que, indépendamment même si on est un fan, et je suis un gros fan de notre équipe de France, que Pierre Lecor, que Léo, Emma, ils ont tous fait une course magnifique.
ce positionnement, et que c'est des athlètes exceptionnels évidemment, ce positionnement était une erreur stratégique. Et je pense que, moi je trouve que ça serait cool que d'un point de vue fédéral ou sélectionneur à un moment, plutôt que de se taper sur le ventre en disant finalement le résultat il est quand même vachement bon, qu'à un moment on se pose quand même un petit peu la question et de se dire oui effectivement, peut-être que les circonstances de course nous ont montré que notre sélection était peut-être pas la meilleure. Et une remise en cause, c'est toujours vachement important dans le cadre d'une reconstruction, et on le vit un petit peu dans tous les sports. Et là-dessus, je tiens à jeter mon chapeau, à tirer mon chapeau à Thomas Voeckler, qui a souvent été décrié comme étant pas le mec, l'ampoule la plus brillante de la boîte. Au final, en tant que sélectionneur pour les équipes de France, le mec il fait un job qui est incroyable. Et quand dans sa conférence de presse au moment de la sélection des athlètes pour les Jeux Olympiques, il avait été vachement décrié d'avoir mis Vauquelin sur la touche, d'avoir mis d'autres mecs sur la touche. Résultat des courses, on fait 2 et 3 quoi. Et Ce qui n'est jamais arrivé en vélo. ce qui n'est jamais arrivé en vélo quoi. Hein. Et d'ailleurs pour rebondir sur cette course cycliste, putain si c'était beau quoi. Non mais t'as vu j'ai lisé un article hier que la police avait nombré un demi-million de personnes sur le parcours de la course cycliste. Ce qui est quand même un truc, c'est du jamais vu quoi. Et moi j'espère que le Tour de France va rebondir là-dessus et va nous pondre une étape intramuros et repasser dans Montmartre. Et putain, j'étais là en regardant ça, je me disais putain, si le triathlon les avait emmenés là-bas, les mecs, t'imagines dans la montée de Montmartre, on n'avait pas la même course quoi. Et et, 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 et ça prouve qu'on peut arriver à faire quelque chose de grand, quelque chose de beau, même en centre-ville. Et là, il y avait vraiment un parcours qui était exceptionnel. Et si on arrivait à le fermer toute la journée pour la course cycliste, il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à fermer cette partie-là pour le triathlon qui allait durer 1 heure de vélo, quoi. Et ça revient aussi à ce qu'on s'était dit sur un de nos premiers épisodes, je crois, la standardisation du format des épreuves, qui devient finalement quelque chose qui rend le triathlon un peu insipide. C'est bien d'avoir des choses avec des multiboucles et de voir les athlètes plein de fois, mais sur quelques épreuves, avoir un format qui sort complètement du standard habituel, où on a un parc 1, un parc 2, avec des parcours qui vont être vraiment impactants sur la course, parce que là, aujourd'hui, le parcours du tri, il n'a pas tant que ça influencé, sauf bien sûr le premier jour pour les filles avec le mardi matin avec la pluie, mais c'est pas le dénivelé, c'est pas des choses qui vont être ça oblige pas les athlètes à sortir et à montrer des qualités autres que ce qu'on leur connaît déjà. Là, c'est toujours des formats multiboucles. J'aimerais avoir un petit peu plus d'inventivité, comme ce que peut avoir la Super League ou des choses comme ça, quoi. Oh, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu l'annonce de Taylor Knibb qui a déclaré que si le parcours de Los Angeles 2028 changeait pas, elle courrait pas là-bas parce que pour elle, il était hors de question d'aller faire un circuit à boucle sur un parking. Et elle a tout à fait raison. Et elle a raison de prendre le taureau par les cornes et puis d'annoncer ça haut et fort, bien en amont des Jeux Olympiques de Los Angeles, parce que elle a dit qu'aujourd'hui, clairement, ces parcours à boucle tout pourris, personne n'en veut quoi. Et moi, je voudrais que le triathlon olympique évolue un petit peu. Je pense que la distance olympique, elle a vécu, et d'avoir un truc type Eliminator ou ou triple mixte ou des choses comme ça, type Super League dans le monde du triathlon. Déjà, d'un point de vue télévisuel, ce serait fantastique. Et puis, ça fait des courses qui sont vraiment belles à regarder, quoi. Et c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on a ces athlètes aujourd'hui qui sont au top de leur game et qui sont en train de dire que ben eux ils en ont plein le cul. Hein. Max Tapley, pareil, hein, il a dit que lui, bon, il n'avait pas été sélectionné, Max, mais euh, les circuits comme ça, lui il disait clairement que ça le faisait chier, qu'il en avait rien à foutre quoi. Donc et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans cette situation-là. Il y en a peu qui portent la parole haut et fort, mais peut-être qu'à un moment, World Triathlon serait bien inspiré de changer ça et puis de s'impliquer, de faire des parcours qui soient plus spectaculaires et puis de faire évoluer la pratique de la discipline. Et c'est normal. Taylor Knibb, hein. Taylor Knibb a annoncé qu'elle continuait pas sur le format JO. Elle va faire tout le reste, mais elle va faire le T100, elle va faire peut-être, je crois qu'elle cherche une wildcard pour Nice. Je me demande si ça va pas être accepté. Mais aujourd'hui,
c'est des disciplines qui sont tellement exigeantes et on doit les rendre intéressantes pour le public, mais c'est pas avec ces formats-là qu'on va y arriver. Et il y a qu'à voir les têtes pensantes de Super League, de Super Tri, pardon, qui essayent de rendre les choses et qui les font progresser de manière un petit peu systématique, peut-être trop, à l'instar de la World Triathlon qui ne fait rien progresser. Au contraire, on reste sur les mêmes parcours, sur les mêmes étapes. Même les athlètes, quand ça fait 10 ans qu'ils sont sur le circuit, on les entend, ça commence un peu à les lasser et on les comprend. On les comprend. Ouais, et puis si tu regardes les dernières courses World Triathlon, il n'y a pas de parcours vélo spectaculaire, quoi. Les plus beaux souvenirs de tous les athlètes avec qui tu parles, c'était Kitzbühel, c'était des choses comme ça où c'était vraiment vraiment du grand spectacle, quoi. Et je pense qu'il est temps qu'on revienne à du grand spectacle comme ça, avoir des courses qui soient évidemment spectaculaires avec du dénivelé, qui mettent en valeur autre chose que des capacités de suceurs de roue, quoi. Enfin voilà quoi. D'ailleurs pour revenir à ça, il y a eu une publi là qui est passée sur l'Ironman Pro Series avec il y a du lourd qui arrive sur les prochaines étapes et je pense qu'il y a énormément d'Olympiens qui sont en train de basculer là-dessus. Je sais pas si vous avez vu, il y avait Tessan qui a fait un petit sondage pour savoir qui est-ce que nous spectateurs voudrions voir comme wildcard sur les prochaines épreuves Tessan et c'est quasiment acquis aujourd'hui qu'un Hayden Wild va être présent sur du Tessan. Flora Duffy, alors là, attention les yeux les gars, parce que quand tu vois déjà les écarts qu'elle avait réussi à faire à Paris sur un 1500 mètres, je pense que ça va être vraiment impressionnant. Et tous ces athlètes tous ces Olympiens qui vont aller finir leur saison sur du Tessan, sur des courses Ironman, je pense qu'on va vraiment avoir un beau feu d'artifice et puis et ça va vraiment vraiment être du grand spectacle, quoi. Et en parlant de spectacle, et c'est vraiment pour moi c'est la cerise sur le gâteau, sur vraiment le buffet du dessert. Le 18 août, il y a l'Ironman Francfort. Mm. Ouais. Avec le retour de quelqu'un qui veut valider son slot pour Kona. Avant de passer chez les pros en vélo. Voilà. Et ça va être joli ça. Ça va être joli. Et je pense que il va être extrêmement dangereux parce que Christian, Ouh. il n'était pas spécialement satisfait de ses résultats. Et puis, il faut pas oublier que quelque part leur pari de revenir après avoir fait un shift longue distance, de revenir sur le court distance et puis de regagner les Jeux Olympiques une deuxième fois, il a non seulement pas fonctionné, mais derrière, il a un temps qui lui est un petit peu limité aujourd'hui parce que c'est de plus en plus certain, c'est même fait à 99% qu'il va être un cycliste pro l'année prochaine. Il va pas avoir 50 opportunités de regagner Kona, quoi. Et là, cette année, c'est à Kona. La dernière fois qu'il a couru à Kona, il finit troisième derrière Gustave et puis Sam. Déjà Sam. Rappelez-vous quand même, les gars, le gars, il fait 2, il fait 1, là, il gagne PTO. Cette année, Kona, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et si on a en plus un Christian Blumenfeld dans l'affaire, si d'ici là, Gustave arrive à revenir au niveau, un Daniel Bakegaard hyper émotif après le Tessan l'autre jour qui revient et qui va reprendre confiance en lui et tout ça, du Kyle Smith et compagnie, on peut très bien avoir cette année à Kona certainement le niveau, le plus haut niveau et puis la partie la plus compétitive de ce qu'on va avoir, avec à la fois des Olympiens, avec des gars qui sont spécialisés sur le middle distance et puis avec la vieille garde du monde du triathlon sur le longue distance qui sont peut-être pas prêts à laisser partir leur joujou, quoi. Je pense que le binôme qui avait un peu explosé avec la blessure et tout ce qui s'est passé avec Gustave a un petit peu coûté les progrès à Blumenfeld, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est parce qu'ils arrivaient à s'entraîner ensemble que je pense c'est ce qui les rendait le plus dangereux, parce que quand tu mets les deux athlètes les plus travailleurs, parce qu'ils sont pas spécialement super doués, ils sont super travailleurs, avec un cerveau derrière, si tu mets le binôme ensemble, sur toute l'Olympiade, je pense que c'est une histoire différente qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Ouais, parce Mais là, que aujourd'hui, aussi bon, parce que l'absence de Gustave avait été en partie compensée par Kenji Nenner dans l'équipe, quoi. Et il était quand même présent régulièrement pour s'entraîner avec Christian. Mais autant un Gustave pouvait mettre Christian à la planche régulièrement, Kenji, aussi bon soit-il,
il a pas le pédigré d'un Gustave, quoi. Non, puis ils s'entraînent ensemble depuis plus de 10 ans, ils se connaissent par cœur, ils sont collègues de chambre tout le temps. Et je pense qu'effectivement, c'était la petite étincelle qui manquait à Christian. Et là, du coup, par contre, Gustave revient dans le jeu. Donc je pense que le fait que Gustave revienne vraiment à 100% axé sur Kona, c'est Christian qui a basculé aussi du lendemain du relais, il a basculé tout de suite sur Kona. Je pense que ce binôme-là va faire grand mal, parce que savoir switcher du court au long, ça ils savent faire. On l'a déjà vu. Ils Plutôt l'ont pas mal fait, même. ils l'ont refait. Par contre, le switch du long au court, on savait que le pari était vraiment compliqué en termes de physio. Et puis le peloton les attend pas non plus, hein. Les autres, ça court et ça nage et ça pédale de plus en plus vite. Là, par contre, à Kona, l'aventure va être jolie parce que on va voir déjà ce qui va se passer à Francfort, comment un Olympien digère en 15 jours une transition du court au long, même si le long, on sait très bien qu'il sait faire. Et à mon avis, il n'a pas dit ah oui, tiens, en fait, dans 15 jours, il faut que j'aille valider mon slot. Je pense que ça fait un moment que Olaf Alexander Bou, il les fait trimer dans ce sens-là. Mais maintenant, comment ils vont faire pour que et vivement le 18 au soir qu'on voit comment ça s'est passé, quoi. Moi, je pense même, si tu veux, que c'est des gars qui sont tellement mesurés, qui savent tellement où ils en sont, que je pense qu'ils savaient déjà depuis un petit peu qu'ils seraient pas compétitifs au niveau des jeux. Et Christian y est quand même allé. Attends, il fait quand même 12, hein. Je veux dire, il est pas non plus, il finit pas à 4 minutes, hein. Il a une minute et quelques, 57 ouais, secondes. 57 secondes. Donc, leur pari a échoué, certes, à 57 secondes. Donc, faut quand même relativiser un petit peu le truc. Ils ont été quand même pas loin de réussir leur pari. Et moi, je leur tire clairement mon chapeau parce que ça a quand même été 3 années depuis Tokyo où ça a été quand même hyper actif, énormément de changements, beaucoup de camps d'entraînement et on peut comprendre qu'à un moment, ils aient payé le prix de ça. Moi, je continue à dire que s'il continue sur sa lancée, et je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer comme ça, mais que si sa blessure lui fout la paix, je pense que Gustave sera le plus gros adversaire de Sam arrivé Kona. Je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'il a envie de balayer toutes les dernières années. Il a l'esprit revanchard et il est revenu à 100% parce que là, quand tu cours une 10 Ouais, c'est que t'es pas loin après d'être. avoir roulé 2-0, Ouais. c'est que t'es pas loin d'être bon quand même, Mm. surtout quand lui il le dit. Donc ouais, je pense que ça va nager, ça va pédaler et ça va courir fort. Et qu'ils le disent en souriant surtout, et que le mec s'il reprend confiance, attention les yeux, parce que eux c'est des morts de faim, hein, là je veux dire, et comme on disait dans votre podcast, lui il est frais, hein. Là les gars, vraiment falloir mettre les rétroviseurs et puis regarder quand il va passer, parce que ça risque de revenir fort. La chance de Sam, c'est qu'il risque de faire le vélo devant et poser avec un petit peu d'avance, mais si jamais un Gustave revient sur Sam sur la partie vélo, il va y avoir un beau spectacle. Voilà, mine de rien, on voulait faire un petit épisode et puis on est à 1h10, quoi, comme d'hab. Putain, les bandits, quoi. Bon là après maintenant on se retrouve vraiment à Embrun et on fait une petite pause juste après, jusqu'à après moi. Yes, ça marche. Ben voilà, écoute, continuez bien à regarder nos beaux Jeux Olympiques pendant qu'on en a, continuez à supporter notre belle équipe de France et dans tous les sports. Et moi, je prends énormément de plaisir à regarder le speed climbing là. L'effort et l'explosivité de ces athlètes, c'est vraiment quelque chose qui est pop, 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 pop. Savoir que c'est le sport le plus court de l'histoire de l'olympisme, hein. Et puis je voulais tirer mon gros chapeau à ce Cubain dont j'ai perdu le nom, qui est le premier être humain à gagner 5 fois une médaille d'or dans le même sport sur 5 Olympiades en lutte, 5 Olympiades successives. C'était ses 6e Jeux, c'était la 5e fois qu'il gagnait la médaille d'or dans les plus de 130 kilos. C'est plus de 130 kilos, hein, les gars. Donc là, il y a quand même du beau bébé, hein. Mais imaginez, c'est-à-dire que la première fois qu'il a gagné sa médaille d'or, c'était à Athènes en 2004. On est en 2024, le mec, il est toujours sur le haut du panier et il n'avait pas fait de compétition avant ses sélections hier et avant-hier depuis Tokyo. Donc il faut une sacrée force mentale, il faut une sacrée force physique et puis il faut une sacrée détermination. Et s'il y a une chose que je retiens de ces jeux, moi, c'est vraiment ça. Au-delà de la marche en mania, parce que là, on est vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Mais cette performance d'arriver à rester au plus haut niveau dans son sport, dans un sport qui est quand même compliqué, hein, la lutte, c'est pas
Ça demande du technique, de la souplesse, de pas se blesser, surtout que le gars, il a quand même été opéré 4 fois dernier d'escale sur les 20 dernières années. D'avoir la volonté et l'envie de revenir au niveau, bravo, chapeau bas monsieur, vous êtes un grand monsieur et je pense que c'est une très très belle image de ces jeux, quoi. Voilà mon ami, Embrun approche à grands pas. Ça sera certainement notre prochain épisode. J'espère que t'es bien parce que Embrun c'est quand même quelque chose, mais ça tu le sais comme tout le monde. Et on vous fait une belle bise. Juste avant de terminer, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui va se lancer sur son premier Embrunman? D'être patient. D'être patient, dans quand il va préparer son sac, d'être patient dans la natation, c'est-à-dire de pas aller prendre un jeton si vous n'êtes pas en capacité de nager devant, d'être extrêmement patient jusqu'à temps que vous ayez basculé l'isoar, parce que de laisser partir les mecs, parce que vous allez ramasser des cadavres tout le long à partir d'après l'isoar. D'être patient quand vous allez vous arrêter dans la fontaine en haut de Palon pour remplir votre gourde, parce que c'est pas les 30 secondes que vous allez laisser là, mais le fait de vous arroser la gueule et puis de vous mettre de l'eau bien fraîche, d'être patient à la petite fontaine et le ravito qui est en haut de Chalvet. N'hésitez pas à laisser 1 ou 2 minutes là, de vous arrêter et de récupérer, parce que la descente derrière, vous avez besoin d'avoir les yeux vraiment en face des trous, parce qu'elle est technique, il y a de l'herbe au milieu de la route, il y a souvent des gravillons et il fait 250 degrés. D'être patient quand vous allez arriver en transition. N'oubliez jamais que Grégoire Millet, quand il gagne en Brun, je sais plus quelle année c'était, 89 je crois, il s'est arrêté en T2 et il a fait une sieste de 10 minutes. De bien partir avec votre nutrition, de bien mettre vos chaussettes. Si vous avez besoin de vous mettre de la vaseline, prenez-le. De pas vous exciter quand vous sortez de la zone de transition et que vous faites cet aller-retour le long de la jetée sur la digue, parce que le ravitaillement, le premier ravito, il est généralement qu'au bout de 3 km et demi, 4 km. Donc n'hésitez pas à partir avec une petite bouteille de 50 millilitres d'eau et de vous arroser et puis de bien boire, parce que cette partie-là, ça peut être la fin de la course à pied. Et surtout, d'être patient dans le deuxième tour. Ne sautez pas de ravitaillement. Si vous êtes un peu dans le dur, n'hésitez pas à marcher la bosse qui vous remonte dans Embrun, parce que c'est un endroit où la course se perd et c'est rarement un endroit où la course se gagne, sauf si vous vous appelez Léon Chevalier ou Arthur Orso. Et surtout d'être patient avec les autres compétiteurs, parce que pensez bien que quand vous arrivez au ravito, il peut y avoir beaucoup de monde, et de se comporter comme un gentleman, ça apporte toujours des choses bien, parce que les bénévoles, surtout au ravito qui est en bas de la grosse montée, il y a toujours beaucoup de monde, parce que c'est un ravito que vous faites à l'aller et au retour. Et il y a pas c'est pas la guerre, hein, on n'y risque pas sa vie, donc pensez à remplir votre verre, parce que n'oubliez pas qu'à Embrun il n'y a pas de gobelet, hein. Vous aurez votre verre, vous devriez courir après, donc attendre un petit peu, laisser le mec devant vous remplir son verre et puis y aller derrière. Voilà. C'est une course qui se gagne sur la patience, c'est une course qui s'apprécie sur la patience, et puis surtout profitez de ce dernier tour à pied, et puis oubliez pas de sourire, quoi. Ça c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas d'autre course comme Embrun sur terre. Voilà. On bâche là-dessus. Allez, c'est génial, génial. Salut les amis. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À très très bientôt. Ciao, ciao.